Pendant des heures, la jeune fille avait porté le loup jusqu'au vétérinaire. Ce qui se passa ensuite plongea tout le monde dans un état de choc. Manon, 14 ans, sentait chaque pas comme une torture. Qu'est-ce qui pouvait bien pousser une adolescente à transporter à travers toute la forêt la carcasse mourante d'un prédateur? Ce n'était pas un chien, ni un renard, mais quelque chose de plus grand, avec une fourrure grise emmêlée et une odeur âcre de sang qui imprégnait ses propres vêtements. Chaque pas résonnait comme un coup de poignard dans ses épaules endolories, ses muscles brûlants sous le fardeau. Le soleil de Provence transformait l'air en une mélasse épaisse et collante, une étuve suffocante. Les branches basses des chênes et des pins lui cinglaient le visage, y traçant des zébrures écarlates qu'elle ne remarquait même plus, aveuglée par la sueur et la détermination. Toutes ses pensées, toute sa volonté, étaient tendues vers un unique objectif, maintenir sur son dos cette masse lourde et inerte qui menaçait de glisser à chaque instant. L'animal ne grognait pas. Il ne faisait qu'émettre de temps à autre un gémissement faible, un son à peine audible qui était pourtant plus terrifiant que le plus féroce des rugissements. C'était ce son, cette plainte fragile, qui la forçait à continuer quand ses jambes, flageolantes, la suppliaient d'abandonner. Elle avait perdu toute notion du temps. 1 heure? 3? 5? La forêt de Sainte-Marguerite en Provence s'était muée en un tunnel de verdure infini et oppressant, et elle, Manon, n'était plus qu'un amas de douleur et d'entêtement farouche. Elle s'était fait une promesse. Quand elle l'avait trouvée, la patte broyée par les dents rouillées d'un vieux piège, ses yeux jaunes ne contenaient aucune méchanceté, seulement une peur primale et une agonie à l'état pur. À cet instant précis, son univers s'était scindé en deux, un avant et un après. Elle aurait pu s'enfuir, oublier cette vision d'horreur, laisser la nature suivre son cours cruel. Ou elle pouvait essayer. Elle avait choisi la seconde option, et maintenant, trébuchant sur les racines tortueuses qui serpentaient sur le sentier, elle portait sur ses épaules le poids de son choix. Elle portait un loup, ou du moins ce qu'elle croyait être un loup. Elle revécut la scène pour chasser le vertige qui menaçait de la submerger. Le gémissement ténu, à peine perceptible au-dessus du chant assourdissant des cigales. Elle avait quitté le chemin balisé, écarté les hautes fougères odorantes et s'était figée, le souffle coupé. Dans un petit ravin ombragé, enchaîné à la terre par un étau d'acier, gisait un jeune animal. Sa patte, prise dans le piège à loup, n'était plus qu'un amas sanglant de chair et d'os brisés. Un nuage de grosses mouches vertes et vrombissantes dansait autour de la blessure. Il avait relevé la tête et le regard s'était croisé. Manon, une citadine qui n'avait vu des loups qu'aux os, aurait dû avoir peur, crier, s'enfuir à toutes jambes. Mais il n'y avait aucune peur en elle. Seulement une fureur glaciale et dévorante. Une rage contre celui qui avait abandonné cette machine infernale au milieu de la nature. Elle savait ce qui l'attendait. Les chasseurs du coin, comme le disait sa grand-mère Monique, l'abattraient sans hésitation. Pour eux, un prédateur n'était pas une vie, mais un problème. Un nuisible, une menace pour les troupeaux. Manon s'était agenouillée. La bête s'était tendue, chaque muscle vibrant d'appréhension, mais elle n'avait pas grogné. Manon commença à lui parler. Doucement, calmement, comme à un enfant effrayé. Elle lui racontait n'importe quoi, des bribes de sa vie en ville, de l'appareil photo qui pendait à son cou. Elle trouva un gros bâton sec, le glissa entre les mâchoires du piège et pesa de tout son poids. Le métal rouillé céda dans un grincement répugnant. Libéré, l'animal essaya de se relever mais s'effondra aussitôt dans un jappement de douleur. Il ne pouvait pas marcher. C'est alors qu'elle prit sa décision. Elle retira sa veste en jean, lui couvrit délicatement la tête pour qu'il ne la morde pas par réflexe de douleur, et, dans un effort surhumain, le hissa sur son dos. Et elle se mit en marche. Loin de cette forêt, vers les hommes, en espérant qu'ils n'avaient pas encore oublié comment aider. La forêt commençait enfin à s'éclaircir. Au loin, les toits de tuiles rouges des premières maisons apparurent. Valvert-sur-Loire. Ce centre-bourg qui lui paraissait d'habitude si ennuyeux et endormi lui semblait maintenant être la terre promise. Mais avec le soulagement vint la peur. Que dirait-elle? Comment expliquerait-elle son geste? Rassemblant ses dernières forces, elle atteignit une rue périphérique. Un garçon d'une dizaine d'années, passant à vélo, freina si brusquement que son pneu arrière dérapa sur le gravier. Ses yeux s'arrondirent d'horreur. Il ouvrit la bouche mais aucun son n'en sortit. Puis il fit demi-tour et s'enfuit en pédalant frénétiquement. Manon comprit qu'elle avait peu de temps. Dans ces petites villes,
les rumeurs se propagent plus vite qu'un feu de forêt. Elle trouva ce qu'elle cherchait, un petit bâtiment de plain-pied avec une plaque délavée par le soleil, cabinet vétérinaire. La porte était vieille, la peinture bleue écaillée. Manon la poussa de l'épaule et, franchissant le seuil, s'effondra sur les genoux. Son fardeau glissa lourdement sur le linoléum usé. Derrière un bureau croulant sous les papiers, un homme âgé, portant des lunettes, se leva. Il la dévisagea d'un regard long et pesant. Ses yeux passèrent de la jeune fille échevelée et souillée à la bête grise qui gisait à ses pieds. Le visage du vétérinaire se figea, devint une pierre. Il retira ses lunettes, les essuya lentement avec un mouchoir, puis les remoucha, comme pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. Puis il prononça, d'une voix basse mais distincte, où ne perçait ni surprise ni compassion, seulement une colère froide, « Mais qu'est-ce que tu as fait, petite ?» Jean-Pierre Dubois en avait vu de toutes les couleurs dans sa carrière. Des vaches vélant au milieu de la nuit, des chiens déchiquetés après des bagarres, des chats ayant avalé de la morora. Mais ça, jamais. Devant lui, sur le sol de son cabinet, se trouvait l'incarnation de toutes les peurs rurales, la cause de toutes les disputes lors des réunions d'agriculteurs. Un loup. Et à côté, une gamine d'environ 14 ans, sale, égratignée, avec une lueur de folie dans les yeux. Elle le regardait comme s'il était son dernier espoir. « Il a besoin d'aide », murmura-t-elle. La voix du vétérinaire fut tranchante. « Lui, besoin d'aide ? Est-ce que tu réalises ce que tu as ramené en ville ? C'est une bête sauvage. Un prédateur. Et s'il avait la rage ? Tu y as pensé à ça ? » Manon se releva péniblement, s'appuyant contre le mur. Il n'a pas la rage. Il était juste pris dans un piège. Elle montra la patte mutilée. Jean-Pierre Dubois eut une grimace de dégoût. Il s'approcha, mais pas de l'animal, de la fille. Je me fiche de savoir où il était. D'après le règlement, je dois immédiatement appeler le garde-chasse et la gendarmerie. Ils vont l'euthanasier et l'envoyer pour analyse. C'est la loi. Et toi, on te fera 40 piqûres dans le ventre. Juste au cas où. En entendant le mot « euthanasier », Manon tressaillit. Elle fit un pas en avant, protégeant l'animal de son corps. Non. C'est hors de question. Je ne vous laisserai pas faire. Il serait mort là-bas. Seul. Vous êtes vétérinaire. Vous devez aider. Une note d'acier vibrait dans sa voix. Dubois fut un instant décontenancé par une telle audace. Il avait l'habitude qu'on ne discute pas ses décisions. Mais quelque chose dans sa détermination désespérée le toucha. Il regarda de nouveau la bête. Elle gisait immobile, seuls ses flancs se soulevaient lourdement. Ses yeux étaient mi-clos. Aucune agressivité, seulement une fatigue infinie. Le vieux vétérinaire soupira lourdement. D'accord. Apporte de l'eau du lavabo et ferme la porte au verrou. Et pas un bruit. Il sortit d'une armoire des gants stériles et une seringue. Il ne savait pas encore qu'en prenant cette décision, il signait pour le plus gros problème de sa longue et paisible carrière. Pendant que Jean-Pierre Dubois s'affairait autour de la blessure, la nettoyant et administrant un antidouleur, le téléphone sur son bureau se mit à sonner. Il reconnut le numéro. Stéphane Leroy, le plus gros fermier de la région. Dubois appuya sur le haut-parleur. « Allô, Jean-Pierre, bonjour », retentit une voix grave et irritée. « Tu ne vas pas le croire, on m'a encore piqué une brebis. En plein jour, dans le pâturage. Ces loups sont devenus complètement fous. Les traces sont claires comme de l'eau de roche. » Manon, assise dans un coin, se figea. Le vétérinaire lui lança un regard rapide et répondit aussi calmement que possible, « Je suis navré pour toi, Stéphane, mais je suis occupé en ce moment. » Un cas compliqué. La voix de Leroy devint encore plus dure. « Oui, vous êtes tous occupés. Et moi, j'ai des pertes. Écoute, mon gamin a vu une petite citadine traîner un loup crevé vers ton cabinet. C'est vrai ? » Le silence dans la pièce devint assourdissant. Manon avait cessé de respirer. Jean-Pierre Dubois tout sauta. « Stéphane, on ne va pas parler de ça au téléphone. » Mais le fermier était déjà lancé. « Donc, c'est vrai. Je le savais. C'est leur meute qui sévit ici. J'arrive tout de suite. On va régler ça sur place avec cette vermine,
pour qu'aucune autre ne s'approche de mon troupeau. La ligne se coupa. Dubois reposa lentement le combiné. Il regarda Manon. Alors, la sauveuse, contente de toi? On a un quart d'heure avant qu'il n'arrive. Et c'est un homme rapide et expéditif, surtout quand il est en colère. L'animal sur le sol bougea et gémit doucement, comme s'il sentait la nouvelle menace. Stéphane Leroy fit irruption dans le cabinet sans frapper, ouvrant la porte avec une telle violence qu'elle heurta le mur. 2 autres hommes du village se tenaient derrière lui. Stéphane était exactement comme on le décrivait, massif, le visage rouge de colère, le regard lourd. Il balaya la pièce des yeux et s'arrêta sur le corps gris étendu sur le sol. Le voilà. Je le savais, gronda Théil. Dubois, pousse-toi, on va régler ce problème une bonne fois pour toutes. Il fit un pas en avant, mais Manon, petite et frêle en comparaison, se dressa sur son chemin. N'approchez pas, dit-elle d'une voix basse mais ferme. Stéphane ricana. C'est toi qui vas me donner des ordres, petite? Cette saleté où ses congénères viennent d'égorger ma meilleure brebis. C'est mon argent, mon travail. Et toi, tu le protèges? Il n'est pas coupable, répéta obstinément Manon. Il est resté des heures dans un piège. Il ne pouvait attaquer personne. Mais sa meute le pouvait. Explosa le fermier. Ils rôdent ici tout l'été. Il faut tous les exterminer, jusqu'au dernier. La dispute s'envenimait. Jean-Pierre Dubois essayait de raisonner Stéphane, faisant appel au bon sens, mais celui-ci ne l'écoutait pas. Il ne voyait devant lui qu'un ennemi, la cause de ses malheurs. Il repoussa Manon sur le côté et s'avança vers l'animal. La jeune fille poussa un cri. Le vétérinaire attrapa le bras du fermier. Stéphane, arrête. C'est de la justice privée. Je m'en fiche. Au moment le plus tendu, la porte du cabinet s'ouvrit à nouveau. Sur le seuil se tenait un homme en uniforme de garde-chasse. Il était calme et concentré. Que se passe-t-il ici? Sa voix n'était pas forte, mais elle fit taire tout le monde. C'était Nicolas Bernard, le garde-chasse local. Un voisin, alerté par les cris, l'avait appelé. Nicolas observa la scène, le fermier furieux, la jeune fille effrayée mais déterminée, le vétérinaire épuisé. Puis son regard tomba sur l'animal sur la table d'opération et sur le piège rouillé que Manon avait ramené et posé contre le mur. Il ne s'approcha pas de la bête, mais du piège. Il s'accroupit, l'examina attentivement. Vieux modèle, pas de numéro de série. Mâchoire dentée. Ce genre de piège est interdit depuis au moins 20 ans, constata-t-il en levant les yeux vers Stéphane. Ce n'est pas le tien, Leroy? Le fermier recula. Tu es fou? Je n'utilise pas ces saloperies. Bien, acquiesça Nicolas. Nous avons donc ici une pose de piège illégale. Article du Code pénal. Et cruauté envers un animal. Un autre article. Il se redressa et regarda Manon. Son ton changea, devint plus doux. Et maintenant, toi. Il désigna l'animal. Raconte-moi où tu l'as trouvé. Pour la première fois de la journée, quelqu'un ne lui demandait pas pourquoi elle l'avait fait, mais s'intéressait aux détails. Manon comprit que cet homme ne cherchait pas des coupables, mais la vérité. Et cette vérité pourrait s'avérer bien plus complexe et dangereuse qu'elle ne l'imaginait. Elle ne savait pas encore que son récit serait le point de départ d'une chaîne d'événements qui bouleverserait la vie de leur petite ville. Elle sentait seulement que tout ne faisait que commencer. Le récit détaillé, presque hypnotique, de Manon remplit le silence pesant du cabinet vétérinaire. Elle parlait d'une voix égale et sans couleur, comme si elle ne décrivait pas ses dernières heures, mais un film vu au cinéma. Elle raconta la route forestière abandonnée, le gémissement à peine audible, les dents rouillées du piège. Elle ne se plaignit ni de la fatigue ni de la douleur. Elle exposait simplement les faits. Nicolas Bernard écoutait en silence, sans l'interrompre, son regard attentif fixé sur le visage de la jeune fille. Il avait traité des centaines d'affaires de ce genre, mais elles impliquaient généralement des hommes aigris, des défis d'ivrogne et l'appât du gain. Ici, il y avait une adolescente qui avait fait preuve d'une persévérance inimaginable pour sauver une bête sauvage. Stéphane Leroy trépignait d'impatience. Et alors? Lança-t-il d'une voix forte quand Manon se tut. C'est une histoire touchante. Mais qui va me rendre ma brebis?
Ce n'est pas son récit qui la sortira de la gueule du loup. C'est un prédateur, et sa place est dans un trou. Nicolas leva la main pour faire taire le fermier. Stéphane, j'ai pris ta déclaration pour la perte de bétail. Une enquête sera menée. Et maintenant, il se tourna vers le vétérinaire, nous avons un animal victime d'un acte de braconnage. Et jusqu'à la fin de l'enquête, Nicolas fit une pause, cherchant ses mots, une pièce à conviction est l'objet d'un acte de cruauté. Son état doit être consigné. Toute action qui pourrait lui nuire sera considérée comme une entrave à l'enquête. Les paroles du garde-chat sur l'effet d'une douche froide sur Stéphane. C'était une chose d'abattre un nuisible dans la forêt. C'en était une autre de s'opposer à un homme en uniforme qui citait des articles du code pénal. Il comprit qu'il n'y aurait pas de règlement de compte rapide. Son visage devint encore plus rouge. Pièce à conviction, enquête, gronda Théil. Tu te moques de moi, Bernard? Quelle enquête? Voilà le loup, voilà les dégâts. Qui a-t-il à enquêter? Nicolas ne s'y a pas. Enquêter pour savoir qui pose des pièges interdits dans nos forêts. Aujourd'hui, un loup est tombé dedans, demain ce sera un chien, ou, Dieu nous en garde, un enfant. Alors, le roi, rentre chez toi. Je passerai te voir demain. Nous inspecterons le lieu de l'attaque. Stéphane serra les poings. Il lança un regard plein de haine à Manon, puis à la bête grise qui commençait à montrer des signes de vie après l'injection. D'accord. Comme vous voulez, articula-t-il à travers ses dents serrées. Mais si une seule autre de mes bêtes disparaît, je ne tiendrai compte d'aucune de tes enquêtes. Je trouverai toute votre meute moi-même. Et cette pièce à conviction en premier. Il tourna les talons et sortit en claquant la porte si fort que les flacons dans l'armoire s'entrechoquèrent. Ses amis le suivirent en silence. Le calme revint dans le cabinet, mais c'était un calme différent, tendu comme une corde de violon. Jean-Pierre Dubois essuya la sueur de son front. Eh bien, Nicolas, tu m'as bien aidé. Maintenant, il va démolir mon cabinet brique par brique. Nicolas haussa les épaules. Il ne le fera pas. Et toi, fais ton travail, Jean-Pierre. Examine-le, consigne les blessures, soigne-le. L'État couvrira tous les frais. Je m'occuperai des papiers. Il se tourna vers Manon. Et toi, tu as bien agi. Mais ne refais plus jamais ça. La prochaine fois, appelle-moi, tout simplement. La jeune fille hocha simplement la tête en silence. Elle était trop épuisée pour discuter. Tout ce qu'elle voulait, c'était que la bête qu'elle avait sauvée survive. Une fois Nicolas parti, Jean-Pierre Dubois sembla se voûter, passant du statut de participant au conflit à celui de vieux vétérinaire fatigué. Bon, la sauveuse, grommela-t-il, mais sans la colère d'avant. Qu'est-ce que tu attends? Va dans l'arrière-salle, il y a un vieux canapé. Allonge-toi. Tu as besoin de te reposer. Je ne partirai pas, répondit Manon doucement mais fermement. Je reste avec lui. Le vétérinaire voulut protester, mais en croisant son regard gris et obstiné, il se contenta d'un geste las de la main. Comme tu veux. Mais ne me dérange pas. Je dois le préparer pour l'opération. La pâte est en miettes, il va falloir la reconstituer morceau par morceau. Si c'est encore possible. Les heures suivantes se transformèrent pour Manon en un rêve éveillé, cotonneux et interminable. Assise sur une chaise bancale dans un coin, elle observait Jean-Pierre Dubois se préparer pour l'opération. Il agissait sans précipitation. Ses mains, qui paraissaient si rudes, bougeaient avec une précision surprenante. Il disposait des instruments brillants sur un drap stérile, préparait une perfusion, marmonnant pour lui-même. L'odeur des médicaments se mêlait à celle du sang et de la fourrure mouillée. Manon sombrait dans de courts sommeils pour être réveillée par le cliquetis du métal. Elle vit le vétérinaire anesthésier l'animal, le vit devenir complètement flasque. Puis il le transporta sur la table d'opération. Voilà, maintenant, sors dans le couloir, ordonna-t-il. Manon obéit et s'assit sur un banc près de la porte. Derrière la porte, c'était le silence. Un silence plus effrayant que n'importe quel cri. Les heures s'étiraient. Parfois, elle entendait la toux discrète du vétérinaire ou le bruit d'un instrument tombé. Manon entoura ses genoux de ses bras et fixa un point invisible. Dans sa tête, elle lui avait donné un nom. Gris. Simplement gris.
Après presque 3 heures, la porte de la salle d'opération s'ouvrit. Jean-Pierre Dubois sortit, retira sa charlotte en plastique et passa une main fatiguée dans ses cheveux gris. Sa blouse était tachée de sang. Vivant, lança-t-il brièvement, répondant à la question muette dans les yeux de Manon. L'opération. Comment ça s'est passé? J'ai rassemblé les os, mis une broche. Mais aucune garantie. L'infection peut se déclarer. Maintenant, tout dépend de lui. Gris fut transporté dans une petite cage vide dans la pièce voisine. Il reposait sur une litière propre, sa patte bandée soigneusement étendue. Il était encore sous anesthésie. Manon apporta une chaise et s'assit près de la cage. Elle ne pouvait pas partir. Pas maintenant. Elle ressentait une responsabilité étrange et irrationnelle pour cette vie. Le soir, sa grand-mère Monique arriva, prévenue par un voisin. Elle s'exclama, gémit, se lamenta, mais en voyant le visage résolu de sa petite-fille, elle comprit que les supplications étaient inutiles. Elle lui apporta seulement un thermos de thé et des sandwichs. Ainsi commença leur étrange veille. Le jour, Jean-Pierre Dubois faisait les piqûres et changeait les pansements, en grommelant que ce bandit lui prenait tout son temps au détriment de ses patients habituels. Manon, elle, nettoyait la cage, changeait l'eau et restait simplement assise à côté. Gris sortait lentement de l'anesthésie. Il n'essayait pas de grogner ou de se jeter contre les barreaux. Il restait couché, regardant d'un œil trouble et respirant lourdement. Parfois, lorsque la douleur devenait trop forte, il gémissait doucement dans son sommeil. Dans ces moments-là, Manon se mettait à lui parler. Doucement, à voix basse, pour ne pas le déranger. Elle lui parlait de sa vie en ville, de l'école, de son rêve de devenir photographe animalier. Elle ne savait pas s'il comprenait, mais il lui semblait que sa voix l'apaisait. Entre eux, séparés par des barreaux d'acier, naissait un lien fragile et incroyable. Le lendemain, Nicolas revint au cabinet. Il avait apporté un appareil photo et un formulaire de procès-verbal. « J'ai été sur les lieux où tu l'as trouvé, dit-il à Manon. Tout correspond à ta description. Le piège était sur une piste de gibier. Les seules traces autour sont les siennes. Il semble qu'il était seul. » Puis il s'approcha de la cage et observa longuement Gris en silence. Celui-ci entr'ouvrit les yeux et regarda l'homme en uniforme sans le moindre intérêt. « Il est bizarre, quand même, dit enfin le garde-chasse, s'adressant plus au vétérinaire. Il ressemble à un loup, bien sûr, mais quelque chose cloche. La couleur de sa robe. Nos loups ici sont plus roux, avec des marques-feu. Et son museau est trop fin, peut-être. Et il se comporte si calmement. Un loup blessé aurait déjà tout saccagé, même sous médicaments. » Jean-Pierre Dubois, qui changeait la perfusion, eut un grognement. « Je ne suis pas un expert en race de loup. Pour moi, loup ou chien, c'est 4 pattes et une queue. L'important, c'est qu'ils ne mordent pas. » Nicolas devint pensif. « J'ai été chez le roi, j'ai inspecté les lieux. Là-bas, les traces sont différentes. Ils étaient au moins 3. Et ce n'est pas le travail d'un loup. Les loups prennent une brebis et s'en vont, alors que là, tout a été mis sens dessus-dessous, plusieurs bêtes ont été blessées. Ça ressemble plus à une attaque de chiens errants. » Il regarda de nouveau Gris. Manon, qui avait entendu leur conversation, retenait son souffle. Elle aussi sentait que Gris était différent. Ses yeux n'avaient pas cette férocité sauvage et primitive qu'elle s'attendait à voir chez un loup. « Jean-Pierre, dit Nicolas après une longue pause. Pour mon rapport, j'ai besoin de ces données complètes, espèce, âge, tout ça. Et des analyses. Fais-lui une prise de sang. Officiellement, pour vérifier la rage et d'autres infections. Et officieusement. Je veux envoyer un échantillon au centre départemental. J'ai un ami là-bas, au laboratoire, un spécialiste des canidés sauvages, Marc Fournier. Qu'il y jette un œil. Quelque chose me chiffonne dans cette affaire. » L'idée n'enchanta visiblement pas le vétérinaire. « Et puis quoi encore? Lui faire une prise de sang? Il va m'arracher le bras. Fais-le sous sédatif, la prochaine fois que tu changeras son pansement, insista le garde-chasse. J'en ai besoin pour l'enquête. Il faut établir précisément à qui nous avons affaire. » Dubois ronchonna longuement, mais finit par accepter.
La curiosité professionnelle l'emporta sur la prudence. Lui aussi voulait savoir quelle étrange créature cette gamine folle avait bien pu ramener dans son cabinet. La prise de sang fut facile. Le lendemain, lors d'un soin, le vétérinaire remplit 2 éprouvettes de sang veineux sombre. Il en garda une pour l'analyse locale et donna la seconde, hermétiquement emballée, à Nicolas. Le garde-chasse repartit, promettant une réponse d'ici quelques jours. La vie au cabinet reprit son cours. Gris commençait à se rétablir. Il pouvait déjà s'appuyer sur 3 pattes. Il se mit à manger, avalant avec avidité la viande hachée que Manon lui apportait. Il restait sauvage et méfiant, mais se calmait visiblement en présence de la jeune fille. Parfois, il lui permettait même de lui gratter derrière l'oreille à travers les barreaux. Jean-Pierre Dubois faisait semblant de ne pas remarquer ce rapprochement, mais ses grognements se firent nettement plus rares. 3 jours passèrent, calmes, presque idylliques. Le pire semblait derrière eux. Mais un soir tard, alors que Manon s'apprêtait à rentrer, Madame Deschamps, la voisine de Leroy, fit irruption dans le cabinet, essoufflée. « Jean-Pierre, c'est une catastrophe !» cria-t-elle depuis le seuil. Stéphane a encore été attaqué. En plein dans sa cour. Une chèvre a été égorgée. Il a pris son fusil et il est parti quelque part. Il a dit qu'il allait en finir avec ce loup et toute sa meute. Manon sentit un froid glacial l'envahir. Son cœur manqua un battement, puis se mit à marteler sa poitrine. Elle regarda la cage. Gris, alarmé par les cris, s'était levé et grondait sourdement, pour la première fois depuis des jours. Il n'avait pas pu attaquer la chèvre. Il était là, dans la cage, sous ses yeux. Mais Stéphane n'écouterait rien. Aveuglé par la rage et le chagrin, il ne voyait qu'une seule cause à ses malheurs, et il venait ici. Avec un fusil. Manon se précipita vers le téléphone. Ses doigts tremblaient, peinant à composer le numéro de Nicolas. « Allô, Nicolas ? C'est Manon. Le roi arrive ici avec un fusil. Il veut tuer Gris. » Elle ne savait pas où se trouvait le garde-chasse, s'il arriverait à temps. Elle ne savait qu'une chose, le fermier enragé serait là dans quelques minutes. Et elle était la seule à se tenir entre lui et l'animal sans défense. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Nicolas ne répondit rien, mais Manon entendit le bruit d'un moteur qui démarrait. Il arrivait. Mais d'où, et en combien de temps ? Ces questions tambourinaient dans sa tête. On entendit la voiture de loin. Le vrombissement lourd de la vieille Renault 4, reconnaissable entre mille. Elle dévalait la rue sans ralentir. Jean-Pierre Dubois, pâle comme un linge, se jeta sur la porte et tenta de la fermer avec le frêle verrou. « Inutile » murmura-t-il. « Il va l'arracher avec le chambranle. » Manon se plaqua contre le mur près de la cage. Gris, sentant sa peur, grondait sourdement, le regard fixé sur la porte. Il se tenait sur 3 pattes, son corps tendu comme un ressort. Le rugissement du moteur cessa dans un crissement de frein strident juste devant le perron. Il y eut une seconde de silence, encore plus terrifiante que le bruit. Puis la porte trembla sous un violent coup de pied. Le verrou cliqueta plaintivement, mais un bond. « Ouvre, Dubois !» retentit la voix de Stéphane, déformée par la rage. « Ouvre gentiment, ou je fais sauter cette porte au fusil. » Le vétérinaire s'adossa au mur, respirant difficilement. « Stéphane, ressaisis-toi. Tu n'es pas un tueur. » cria-t-il d'une voix tremblante. « Moi, un tueur ?» répondit la voix. « Ce sont eux, les tueurs. Ils ont égorgé ma bête. J'ai vu les traces. Ouvre. » Un autre coup suivit, plus fort que le premier. Le cadre en bois craqua. Manon comprit qu'il n'avait pas une minute à perdre. Elle chercha une issue du regard. Ses yeux tombèrent sur la lourde armoire métallique à médicaments. « Aidez-moi » cria-t-elle au vétérinaire. « Il faut se barricader. » Ensemble, usant de toute leur force, le vieil homme et la jeune fille parvinrent à déplacer l'armoire et à la pousser contre la porte. C'était une faible barrière, mais elle leur offrait quelques précieuses secondes de plus. Dehors, on entendit des jurons. Stéphane avait compris que la porte était bloquée. Manon entendit un clic. Métallique, sec, reconnaissable entre tous. Il avait enlevé la sécurité de son fusil.
Gris se mit à grogner plus fort, non plus sourdement, mais ouvertement, avec fureur. Il protégeait son territoire, il protégeait la jeune fille qu'il avait sauvée. « Je vous le dis une dernière fois, éloignez-vous de la porte !» cria Stéphane. Jean-Pierre Dubois attrapa Manon par le bras et la traîna dans le coin le plus éloigné de la pièce, hors de la ligne de tir. La seconde suivante, une détonation assourdissante secoua le petit bâtiment. La chevrotine fit voler en éclats la vieille porte, juste au-dessus de la serrure. L'air sentit la poudre. À travers le trou béant, Manon vit les yeux du fermier, brûlant d'un feu dément. Il essayait de passer la main pour repousser l'armoire. Il était à un pas de son but. Au même moment, la Renault 4 de Nicolas ne fonçait pas vers le cabinet, mais dans la direction opposée, vers la ferme de Leroy. Il savait qu'il perdrait un temps précieux à essayer d'intercepter le fermier fou. Le seul moyen de l'arrêter était de trouver des preuves irréfutables de l'innocence de la bête en cage. Et il devait le faire immédiatement. En arrivant chez Stéphane, il vit sa femme en larmes sur le perron. Il est parti. Avec le fusil. Parti. Chez le vétérinaire, sanglota TL. Nicolas hocha brièvement la tête et entra dans la cour. La scène était macabre. Près de la grange gisait la chèvre morte, la gorge déchirée. Autour, des signes de lutte, des mottes d'herbe arrachées. Nicolas s'accroupit. Son œil de professionnel fit immédiatement le tri. Il observait le sol, les empreintes de pattes, et vit tout de suite ce que Stéphane, dans sa fureur, n'avait pas remarqué. Les empreintes étaient grosses, mais pas celles d'un loup. Les coussinets étaient plus larges, les griffes plus longues et moins rétractées. Seul un chien lourd pouvait laisser de telles traces. Et ils étaient plusieurs. Il suivit la piste. Elle ne menait pas vers la forêt, où seraient partis les loups. Elle menait dans la direction opposée, vers l'ancienne carrière de sable abandonnée à la sortie de Valvert-sur-Loire. Les habitants l'évitaient depuis longtemps. On disait qu'une meute de chiens errants, abandonnés par des vacanciers, s'y était installée. Personne ne les prenait au sérieux. Jusqu'à cette nuit. Nicolas progressait prudemment le long du bord de la carrière. En bas, au milieu des tas de gravats et des hautes herbes, il vit ce qu'il cherchait, une tanière. Plusieurs chiens sales et maigres, à la vue de l'homme, gémirent de peur et se cachèrent dans un tuyau rouillé. Mais un seul resta sur place. Un colosse, un croisement de berger du Caucase avec autre chose. Sa fourrure pendait en paquet. Son museau portait des griffures fraîches. Et sur ses babines, dans sa fourrure emmêlée, Nicolas distingua des taches sombres. Du sang. Il n'y avait plus de doute. C'était le chef. C'était eux. Nicolas sortit son téléphone pour appeler la gendarmerie afin de capturer la meute. Et à cet instant, un appel entrant s'afficha. Le numéro était inconnu, avec l'indicatif du chef-lieu. Allô, Bernard. Nicolas? C'est Marc Fournier, du labo. Tu m'as envoyé un échantillon. Cas intéressant, retentit une voix enjouée. On a fait une analyse ADN complète. Tu peux noter, ton patient n'est pas un loup. Ou plutôt, pas tout à fait. C'est un hybride de première génération. Un chien-loup. Mère berger d'Europe de l'Est, père loup gris. Une rareté. D'habitude, ils ne vivent pas longtemps. Les meutes ne les acceptent pas. Ils ont peur de s'approcher des hommes. De vrais parias. Nicolas se figea. Tout s'emboîtait. La couleur atypique, le comportement étrange, l'absence de meute. Ce n'était pas un prédateur des forêts. C'était un solitaire, un paria, qui s'était trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Et aussitôt, comme un coup de poing, la prise de conscience. Pendant qu'il était ici, dans la carrière, à trouver les vrais coupables, à quelques kilomètres de là, un homme fou de chagrin, armé d'un fusil, essayait de tuer un animal innocent et une jeune fille qui se mettrait en travers de son chemin. Merci, Marc, tu tombes à pic, lança-t-il dans le combiné et, sans attendre de réponse, il raccrocha. Il bondit et courut vers sa voiture. Chaque buisson, chaque bosse semblait être un obstacle. Il sauta dans la Renault 4, tourna le volant et écrasa l'accélérateur. La voiture rugit, projetant des mottes de terre. Il fonça sur le chemin de terre, puis déboucha sur l'asphalte, ignorant les panneaux et le bon sens. Il n'avait qu'une pensée en tête, arriver à temps.
Il devait arriver à temps. Il voyait le visage effrayé de Manon et les yeux injectés de sang de Stéphane. Il savait que de tels hommes, poussés à bout, ne raisonnent pas. Ils agissent. Et le coup de feu qui avait retenti quelques minutes plus tôt pouvait ne pas être le dernier. Il roulait à tombeau ouvert, comprenant que le dénouement de cette histoire se jouait en ce moment même, dans le petit cabinet vétérinaire, et qu'il risquait d'arriver avec quelques secondes de retard, des secondes qui décideraient de tout. Au cabinet, Stéphane, passant la main par le trou, essayait d'atteindre le verrou de l'armoire. Manon, voyant cela, se précipita. « Ne touchez pas !» cria-t-elle. Jean-Pierre Dubois tenta de la retenir, mais la jeune fille se dégagea. Elle courut vers l'armoire et s'appuya dessus de tout son poids, de l'autre côté. Stéphane rugit de rage et d'impuissance. « Pousse-toi de là, petite, ou je te tue !» Il leva de nouveau son fusil. Les canons étaient pointés droit sur la frêle barrière derrière laquelle se trouvaient la jeune fille et le vieux vétérinaire. Manon ferma les yeux, s'attendant à une nouvelle détonation. Dans sa cage, Gris se débattit et se mit à hurler. Un hurlement long, plaintif, comme seuls les loups hurlent à la lune. Ce son, plein de désespoir et de douleur, fit hésiter Stéphane un instant. Il n'avait jamais rien entendu de tel. Ce n'était pas un hurlement de menace. C'était une complainte. Et dans cette fraction de seconde, dans cette courte pause où l'arme trembla entre les mains du fermier, on entendit au loin le son perçant d'une sirène de gendarmerie, qui se rapprochait à toute vitesse. La sirène grandissait de seconde en seconde, passant d'un gémissement lointain à un vacarme assourdissant. Simultanément, on entendit un crissement de frein. C'était la Renault 4 de Nicolas. Le garde-chasse sauta de la voiture avant même qu'elle ne soit complètement arrêtée. Il vit Stéphane, figé avec son fusil devant la porte défoncée, et, sans réfléchir, se jeta sur lui. Il n'essaya pas de parler, il agit. D'un geste vif, il arracha le fusil des mains affaiblies du fermier, le jeta sur le côté et lui tordit le bras dans le dos. Le roi, sorti de sa transe furieuse, ne résista même pas. Il respirait lourdement, regardant Nicolas avec des yeux fous et incompréhensifs. Juste derrière le garde-chasse, une voiture de gendarmerie arriva. 2 agents en sortirent, dont le jeune gendarme que Manon avait déjà vu. « Nicolas, qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il en attachant son étui. Coup de feu en agglomération. Tentative de, le garde-chasse hésita, regardant la porte ouverte. Justice privée. Embarquez le roi. Je suis témoin. Pendant que les gendarmes passaient les menottes à un Stéphane abattu et le faisaient monter dans leur voiture, Nicolas courut vers le cabinet. Il repoussa l'armoire et entra. Manon était assise par terre, ses genoux dans ses bras. Elle tremblait. Jean-Pierre Dubois se tenait à côté, essayant de lui faire boire de l'eau. Dans sa cage, Gris s'était calmé. Il gémissait seulement doucement, en regardant la jeune fille. « Tout va bien ? Personne n'est blessé ?» demanda Nicolas, reprenant son souffle. Le vétérinaire hocha la tête en silence. Manon leva vers lui des yeux pleins de larmes et d'une question muette. « Il est innocent, » dit doucement Nicolas. « Celui que tu appelles Gris. Il n'a tué personne. J'ai trouvé les vrais coupables. Une meute de chiens errants. Ils ont fait leur tanière dans l'ancienne carrière. J'ai vu leur chef. Il était couvert de sang. » Il sortit son téléphone et montra à Manon une photo qu'il avait réussi à prendre. Un cliché flou d'un énorme chien hirsute sur fond de tas d'ordures. Et lui, il fit une pause, ce n'est même pas un loup. Enfin, à moitié. Le labo vient de m'appeler. C'est un chien-loup. Un hybride. C'est pour ça qu'il était seul. Et c'est pour ça qu'il ne se comportait pas comme un prédateur ordinaire. La nouvelle était si inattendue que Manon en oublia sa peur un instant. Un chien-loup. Elle ne connaissait même pas ce mot. Un sang-mêlé, un paria. Maintenant, son désir désespéré de le sauver prenait un sens nouveau et plus profond. Elle n'avait pas simplement sauvé une bête sauvage, mais une créature qui n'avait sa place ni dans le monde des hommes, ni dans celui des animaux. Stéphane le roi, qu'on menait à la voiture, entendit les paroles de Nicolas. Il s'arrêta et se retourna. Son visage n'était plus furieux, mais désemparé et vide. « Des chiens » murmura-t-il. « Oui, Stéphane, des chiens » répondit fermement Nicolas.
ceux que tes voisins vacanciers abandonnent chaque automne sur le bord de la route. Ils se sont regroupés en meute, et ils ont faim. Et ta cour était plus proche que la forêt. Le fermier baissa la tête. Toute sa juste colère, toute sa rage, s'était transformée en cendre en un instant. Il s'était trompé d'ennemi. Le lendemain fut une journée agitée. Des enquêteurs vinrent, interrogèrent Manon, Jean-Pierre Dubois, Nicolas. L'histoire de la jeune fille, du loup et de la fusillade dans la paisible ville de Valvert-sur-Loire devint la nouvelle du jour. La meute de chiens errants fut capturée. Stéphane Leroy fut libéré sous contrôle judiciaire. Compte tenu de son état de choc et des nouvelles circonstances de l'affaire, il ne risquait qu'une grosse amende et une peine avec sursis. Il ne réapparut plus au cabinet. On disait qu'il passait ses journées assis en silence sur le perron de sa maison, le regard dans le vide. Le problème des animaux abandonnés, dont on préférait ne pas parler auparavant, devint soudain le sujet de conversation numéro 1. Les gens qui, la veille encore, réclamaient la mort du loup, apportaient maintenant des dons et de la nourriture au cabinet. L'histoire de Manon et de Gris, comme tout le monde l'appelait désormais, avait secoué cette torpeur, forçant beaucoup de gens à voir le monde différemment. Mais pour Manon, la question principale était autre, qu'allait devenir Gris? Le relâcher dans la forêt était impossible. Nicolas lui expliqua qu'en tant qu'hybride, il ne pourrait pas rejoindre une meute de loups. Et une rencontre avec des chasseurs ou d'autres chiens lui serait fatale. Le garder indéfiniment au cabinet était également impossible. Pendant plusieurs jours, Nicolas passa des appels, négocia avec des gens. Il avait l'air préoccupé. Manon n'osait même pas lui demander ce qu'il décidait. Elle continuait simplement à s'occuper de Gris. Sa patte guérissait étonnamment vite. Il marchait déjà avec assurance dans sa cage, même s'il boitait légèrement. Il s'était définitivement habitué à Jean-Pierre Dubois. En présence d'autres personnes, il se tendait, mais il accueillait la jeune fille avec un grognement doux et un battement de queue, ce qui n'était pas du tout un comportement de loup. Un jour, Nicolas arriva au cabinet avec un sourire. « Alors, les défenseurs de la nature, j'ai de bonnes nouvelles, annonça-t-il depuis le seuil. J'ai trouvé un accord. Il y a un centre de réhabilitation pour animaux sauvages près de Limoges, le refuge des loups. Ils sont spécialisés dans ce genre de cas complexes. Ils ont un immense territoire clôturé, des conditions aussi proches que possible de la nature. Ils sont prêts à le prendre. Ils m'ont dit qu'ils avaient déjà plusieurs chiens loups. Il y aura de la compagnie pour lui. » Manon ressentit à la fois un soulagement immense et une douleur aiguë. Il serait en sécurité. Il vivrait. Mais sans elle. Elle s'était tellement habituée à lui, à leur communication silencieuse, à la routine quotidienne des soins. L'idée de la séparation était insupportable. Le départ fut fixé une semaine plus tard. Il fallait préparer tous les documents et une cage de transport spéciale. Manon passait tout son temps avec Gris. Elle le photographiait beaucoup, non pas comme une bête curieuse, mais comme un ami. Elle captait son regard, les moments où il regardait pensivement par la fenêtre ou plissait drôlement le nez. Elle savait que ces photos seraient tout ce qui lui resterait. Jean-Pierre Dubois, en l'observant, secouait la tête et soupirait. Elle s'est attachée, se disait-il. Oh, elle s'est attachée. Elle va pleurer toutes les larmes de son corps. Mais Manon ne pleurait pas. Elle était trop adulte pour les larmes, ou peut-être trop bouleversée par tout ce qui s'était passé pour prendre pleinement conscience de la perte à venir. Elle vivait simplement ce dernier jour, cette dernière semaine, essayant de mémoriser chaque minute. La veille du départ, Stéphane Leroy vint de manière inattendue au cabinet. Il avait vieilli et semblait comme dégonflé. Il ne regarda pas Manon. Il s'approcha de la cage et regarda longuement Gris en silence. Celui-ci lui rendit son regard, calme et attentif. « Pardon, » dit doucement Stéphane, s'adressant autant à la bête qu'à lui-même. Puis il se retourna, posa une liasse de billets sur la table et sortit sans un mot. « Pour les soins, » expliqua Jean-Pierre Dubois en comptant les billets. « Il y a de quoi couvrir les soins et le transport. » Le matin du départ arriva. Une camionnette spéciale du centre arriva avec une grande et solide cage de transport. 2 hommes costauds en combinaison se préparaient au chargement. Gris, sentant la présence d'étrangers et l'agitation générale, devint nerveux. Il se recroquevilla dans un coin et gronda sourdement. « Il faut lui faire une piqûre de tranquillisant, » dit l'un des hommes.
Sinon, on ne pourra pas le prendre. Manon regarda la seringue dans les mains du vétérinaire et secoua la tête. Non, pas la peine, dit-elle. Je peux essayer. Elle s'approcha de la cage et ouvrit la porte. Tout le monde se figea. Nicolas suivait chacun de ses mouvements avec tension. Manon entra lentement. Gris cessa de grogner et la regarda. Elle s'agenouilla devant lui et tendit la main. Tout va bien, Gris, murmura-t-elle. Tout ira bien. Tu seras mieux là-bas. N'aie pas peur. Elle lui parlait doucement et calmement, comme le premier jour dans la forêt. Elle lui passa un collier que Nicolas avait apporté. Gris ne résista pas. Il lui faisait entièrement confiance. Se soumettant à sa volonté, il se laissa mettre une muselière et, en boitant, sortit de la cage. Il entra de lui-même dans la caisse de transport. Les hommes fermèrent la grille derrière lui avec soulagement. Manon passa une dernière fois ses doigts à travers les barreaux et toucha sa truffe chaude. Il lui lécha la main. La porte de la camionnette se referma. Le moteur démarra. Le véhicule s'éloigna lentement, l'emportant hors de sa vie pour toujours. Manon resta sur la route, regardant la camionnette s'éloigner jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un petit point et disparaisse au tournant. Elle ne pleurait pas. À l'intérieur, il y avait un vide étrange et vibrant. La fin de l'été passa comme dans un brouillard. Elle n'allait plus dans la forêt. Le village et ses environs semblaient avoir perdu à jamais leur charme. Ils étaient simplement devenus le lieu où cette histoire s'était déroulée. Une histoire qui avait divisé sa vie en un avant et un après. Elle retourna en ville, alla à l'école, vit ses amis, mais se sentait étrangère. Toutes les conversations sur les nouveaux gadgets, la mode et les séries télé lui paraissaient futiles et sans intérêt. Personne ne pouvait comprendre ce qu'elle avait vécu. Personne ne pouvait partager avec elle ce poids et cette fierté. Elle regardait souvent les photos de Gris sur son ordinateur. Le voici qui la regarde depuis sa cage, la tête penchée. Le voici qui mange avidement. Voici ses yeux jaunes, intelligents, pleins d'une mélancolie inexprimée. Parfois, elle avait l'impression d'avoir rêvé tout cela, qu'il n'y avait eu ni piège, ni longue route, ni vétérinaire effrayé, ni fermier enragé. Mais ensuite, elle regardait ses mains, les fines cicatrices blanches laissées par les branches, et comprenait que tout cela était bien réel. Plusieurs mois passèrent, l'hiver arriva. Nicolas lui écrivait parfois de courts messages. Il lui disait que Gris s'était bien adapté au centre, qu'il s'était lié d'amitié avec une louve au destin similaire. Il envoyait des photos. Sur celles-ci, Gris paraissait fort, en bonne santé. Sa fourrure était brillante, et sa boiterie presque imperceptible. Il courait dans l'enclos enneigé, jouait avec sa voisine. Il vivait, et cette pensée réchauffait Manon lors des longues soirées d'hiver. Elle comprit qu'elle voulait consacrer sa vie à aider les animaux. Pas seulement les photographier, mais les protéger. Elle s'inscrivit comme bénévole dans le refuge local pour chiens. Chaque week-end, elle le passait là-bas, nettoyant les enclos, promenant les chiens les plus agressifs et les plus effrayés. Elle apprit à trouver un terrain d'entente avec eux. Elle voyait en chacun d'eux une partie de Gris, le même paria qui avait juste besoin d'une chance. Ses parents s'y opposèrent d'abord, mais, voyant la persévérance de leur fille, ils se résignèrent. Ils remarquèrent comment elle avait changé. D'une adolescente renfermée et peu sûre d'elle, elle se transformait en une personne déterminée et forte. Un an passa. Manon revint pour les vacances d'été à Sainte-Marguerite en Provence. Le village vivait sa vie. L'histoire du loup était devenue une légende locale qu'on racontait aux nouveaux venus. Le cabinet de Jean-Pierre Dubois était devenu célèbre dans toute la région. Grâce aux dons et à l'attention des médias, il avait pu faire des rénovations et acheter du nouveau matériel. Il ne grognait plus, mais racontait avec fierté à tous les visiteurs l'histoire de son chien loup. Les relations avec Stéphane Leroy s'étaient également apaisées. Le fermier avait construit une nouvelle clôture autour de sa propriété et avait acquis 2 énormes bergers d'Asie centrale pour la garde. Il ne perdait plus de bétail. En croisant Manon, il hochait la tête maladroitement et détournait les yeux. Son regard ne contenait plus de haine, seulement du respect et une pointe de culpabilité. Un jour, Nicolas, de passage au village pour affaires, proposa « Manon, tu veux aller rendre visite à ton protégé ? Le centre n'est pas si loin, 5 heures de route. Je peux m'arranger. » Le cœur de Manon s'emballa. Le revoir.
Elle craignait ce moment. Et s'il ne la reconnaissait pas? Ou pire, s'il la reconnaissait mais restait indifférent? Mais elle ne pouvait pas refuser. La route jusqu'au centre de réhabilitation lui parut interminable. Le centre lui-même était un immense territoire clôturé au milieu de la forêt. Ils furent accueillis par le directeur, Monsieur André Lefebvre, un homme âgé et barbu qui ressemblait à un esprit de la forêt. « Ah, c'est vous, la fameuse Manon » sourit-il. « On a tous entendu parler de votre histoire ici. Venez, je vais vous montrer votre héros. » Ils s'approchèrent d'un grand enclos, entouré d'un haut grillage. Derrière commençait une véritable forêt. Au loin, sous les pins, Manon aperçut 2 silhouettes grises. Le directeur émit un sifflement bas et particulier. L'une des silhouettes leva la tête. C'était lui, Gris. Il était devenu plus grand, plus puissant. C'était une magnifique bête sauvage. Il regarda dans leur direction sans grand intérêt et s'apprêtait à se détourner. Manon sentit une boule se former dans sa gorge. Il ne l'avait pas reconnu. Mais alors, elle s'approcha du grillage et appela doucement, « Gris ». L'animal tressaillit. Il tourna brusquement la tête. Ses oreilles se dressèrent. Il la fixait. Pendant quelques secondes, il resta immobile, comme s'il n'en croyait pas ses yeux. Et puis il s'élança et se mit à courir. Pas à marcher, mais à courir vers elle. Il arriva au grillage et se dressa sur ses pattes arrière, appuyant les pattes avant contre le treillis métallique. Il gémissait, jappait de joie comme un chiot. Il essayait de passer son museau à travers les mailles pour lui lécher la main. C'était toujours le même Gris. Son Gris. Manon passa ses doigts à travers le grillage et toucha sa truffe, sa fourrure. Les larmes qu'elle avait retenues pendant un an coulèrent enfin de ses yeux. Elle pleurait et riait en même temps. Il se souvenait de tout. Leur lien, né dans la douleur et la peur au milieu de la forêt, était plus fort que le temps et la distance. Le directeur et Nicolas se tenaient à l'écart, observant la scène en silence. « Je travaille avec les animaux sauvages depuis 30 ans, dit doucement le directeur. Mais je n'ai jamais vu ça. C'est quelque chose d'incroyable. » Ils restèrent au centre plusieurs heures. Manon était assise près du grillage, et Gris était couché de l'autre côté, la tête sur les pattes, sans la quitter des yeux. Sa compagne la louve s'approcha, renifla le grillage avec curiosité, mais ne s'approcha pas trop, comprenant que ce moment n'appartenait qu'à eux deux. Quand il fut temps de partir, la séparation fut difficile, mais sereine. Manon savait qu'il était en sécurité, qu'il était heureux, et elle savait qu'il ne l'oublierait jamais. En partant, elle se retourna une dernière fois. Gris se tenait près du grillage et la regardait s'éloigner. Puis il leva la tête vers le ciel et hurla. Mais ce n'était plus le hurlement plein de douleur et de désespoir qu'elle avait entendu au cabinet. C'était un chant long, sauvage et magnifique d'une bête libre qui avait trouvé sa maison. Et dans ce chant, Manon entendit un seul mot, compréhensible seulement pour eux deux. Merci. Elle savait maintenant avec certitude ce qu'elle voulait être, et elle savait qu'elle ne dévierait jamais de cette voie. Son aventure estivale était terminée, mais sa grande vie, ne faisait que commencer.